Vendredi 23 mai 2025, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du Journal de Viva en version française. Dans les actualités de ce jour, parlons de la tournée du président de la République et de son épouse, Anne Ousbé. Justement, le président de la République, Ange Radzuil, a inauguré aujourd'hui la cité Ilang-Ilang à Ousbé, un projet présidentiel visant à offrir des logements décents à la population. La remise officielle des clés aux bénéficiaires de ces logements abordables a également eu lieu aujourd'hui. Le besoin en logement à Ousbé reste important, c'est pourquoi le gouvernement a prévu, comme décidé en Conseil des ministres hier, un projet de distribution de plusieurs parcelles de 300 mètres carrés chacune. Cela permettra aux habitants de construire eux-mêmes leur maison en respectant les plans d'aménagement fixés par l'État. Reportage de Mervola Sferan et Andorra Zanjaibé. La cité Ilang-Ilang est située à un passe-d'Ave à Tsararivtch entre Elville et Dzamanzar, une des zones les plus populaires de Ousbé. À l'instar des cités d'Amboipou, un Peflou 67 hectares, Antananarive, ce projet initié par le président Ange Radzuil est le tout premier du genre à Ousbé, dédié à la création de logements sociaux. Il répond à un besoin fondamental en matière de droit au logement. Cette cité comprend 80 maisons bâties sur un terrain de 16 000 m², entièrement clôturées et sécurisées. Les bénéficiaires remboursent uniquement le coût de la construction, ce qui permettra à l'État de financer d'autres projets similaires ailleurs dans le pays, selon le secrétariat d'État en charge des nouvelles villes et de l'habitat. Le président Ange Radzuil a officiellement inauguré aujourd'hui la cité Ilang-Ilang de Ousbé et remis les clés aux bénéficiaires, marquant ainsi leur accès officiel à ces logements. Ce projet permet à chaque citoyen de réaliser son rêve de posséder une maison sans devoir louer. Les paiements pour ces logements abordables sont gérés par l'analogue aux agences nationales de l'aménagement, du logement et de l'habitat. 3 options de paiement sont proposées, un paiement intégral immédiat ou un paiement échelonné sur 5 ans sans intérêt. Au-delà de 5 ans, un contrat bancaire sera nécessaire. Environ 3000 demandes de logements abordables ont été enregistrées à Ousbé pour une population actuelle d'environ 130 000 habitants, chiffre qui devrait atteindre 200 000 dans les 5 prochaines années. Le projet présidentiel Zarada Nivoazar ou autoconstruction a été lancé comme solution complémentaire. Situé à Mandi-Ousbé, il vise à attribuer des parcelles d'au moins 300 m² à toutes les catégories sociales. L'État se chargera de mettre en place les infrastructures de base nécessaires, routes, électricité, eau, écoles, hôpitaux, commissariats et bien d'autres. Les acheteurs de parcelles devront ainsi construire leur maison selon les plans d'urbanisme établis. Mon défi, a déclaré le président de la République, est que chaque citoyen puisse posséder un terrain pour y construire son propre logement. Il a également précisé que ce projet d'autoconstruction débutant à Ousbé, un projet pilote, sera étendu dans toute l'île, faisant de cette localité un modèle de développement en matière de logement à Madagascar. Restant toujours à Ousbé, 3800 habitants de Ousbé ont bénéficié aujourd'hui du soutien social, le programme Vatstins octroyé par l'État avec une remise officielle effectuée ce matin par le président Ange Radzuil, Nostal Manarapench d'Ambodvonu ou Ousbé. En cette période de préparation aux examens nationaux du CEPE, 100 élèves de classe de 7e ont également reçu des kits scolaires KTAP ou Faoumbiaz, remis par le chef de l'État. Le gouvernement n'a pas oublié non plus les associations de femmes qui ont bénéficié d'un soutien financier pour leur permettre de générer des revenus et améliorer leurs conditions de vie. Toujours un reportage de Mervola Sferan et Andra Zanjaibé. Plus on nous critique, plus on agit, on œuvre pour le bien, on avance et on donne, a déclaré le président Ange Radzuil durant cette action sociale en faveur d'environ 3800 personnes issues de 49 quartiers de Ousbé aujourd'hui. Comme dans d'autres régions, le soutien social Vatstins contient du riz, de l'huile, du savon et du sucre, soit des produits de première nécessité. Par ailleurs, 100 élèves de la classe de 7e à Ousbé ont reçu des kits scolaires pour les aider à passer leur examen du CEPE. En outre, 11 associations de femmes de Ousbé ont bénéficié d'un appui financier de la part de l'État afin de soutenir leur activité génératrice de revenus dans le but d'améliorer les revenus de leur foyer. Les aides varient entre 2 millions et 10 millions d'ariars. La plupart des femmes bénéficiaires sont des mères célibataires ou des veuves actives dans différents secteurs comme la pâtisserie, la transformation de produits alimentaires et fruitiers ou encore la couture. Certaines familles de Ousbé ont également bénéficié du programme Azava Nawano du président de la République. Des véhicules ont été officiellement remis aujourd'hui aux directions régionales de la population de Diana et de Sava
pour faciliter leurs déplacements dans leur zone d'intervention et renforcer la protection sociale, notamment pour les femmes, les enfants et les ménages vulnérables. Et le chef de l'État malagasy, Andry Rajoelina, a également inauguré aujourd'hui à Nouzbé la nouvelle école primaire publique Manarapench, située dans le Fouctin de Djabala. Comme les autres établissements scolaires aux normes déjà construits par l'État, cet établissement public utilise également les nouvelles technologies dans l'enseignement. En plus de cette école primaire, une université et un centre de formation professionnelle seront également à Nouzbé, ont été également créés à Nouzbé. Toujours un reportage de Mir Voulatfer sur des images de André Nzajaïbe. Cette nouvelle EPP de Djambal à Nouzbé peut accueillir 560 élèves et ouvrira ses portes à partir de l'année scolaire 2025-2026. Elle recevra des élèves dès la maternelle jusqu'à la classe de CM2. L'emplacement de cette EPP a été choisi stratégiquement car elle se situe au carrefour de plusieurs Foukontagnes et le long d'un axe routier principal. Les 15 enseignants affectés à cette école sont tous des fonctionnaires de l'État. Cela allégera les dépenses des parents car il n'y aura plus à payer les frais du FRAM. Par ailleurs, la présence de cette EPP à Djambal réduira aussi les frais de transport des familles qui n'auront plus à payer les trajets en bajaj et apportera de la tranquillité d'esprit puisqu'il s'agit d'une école de proximité. Le développement du secteur éducatif fait partie des stratégies du gouvernement. La construction de 7489 salles de classe à travers Madagascar constitue une preuve concrète des efforts du président de la République Andry Rajoelina pour améliorer l'environnement et la qualité de l'éducation, selon la ministre de l'Éducation nationale. Comme dans les autres établissements construits par l'État, l'enseignement ici utilise également les nouvelles technologies, ordinateurs, tablettes, tableaux interactifs pour les élèves et pour l'enseignement. Il a également des manuels scolaires et d'autres matériels didactiques, notamment pour les élèves de la préscolaire. En plus de l'éducation de base, la création d'une université à Nouzbé a aussi été discutée lors du Conseil des ministres tenu hier. Cette université sera axée sur des filières adaptées aux besoins locaux tels que le tourisme, l'environnement, l'économie bleue, l'agroalimentaire et l'entrepreneuriat. Dans les actualités de ce jour également, les chiens renifleurs ont permis d'intercepter la majorité des trafics dans les ports, a déclaré aujourd'hui le directeur général des douanes. L'acquisition de chiens renifleurs capables de détecter l'or destiné à la contrebande marque une nouvelle étape pour l'administration douanière. Aujourd'hui, la deuxième promotion de la brigade cynophile constituée des chiens renifleurs avec leur maître a été officiellement présentée. Les détails avec Fanlessena Mireille et Yves Janel. Les chiens renifleurs possèdent des compétences particulières. Ils peuvent détecter les stupéfiants, les devises étrangères et même les tortues. Les chiens renifleurs jouent un rôle majeur dans la lutte contre les différents types de contrebande. Ils ont suivi une formation spécifique aux côtés de leur maître. Selon les informations fournies, ce sont les chiens renifleurs qui ont permis d'intercepter la majorité des trafics dans les ports. La capacité de détecter l'or destiné à l'exportation illégale constitue une nouvelle étape importante pour l'administration douanière. La combinaison de la brigade canine et des nouvelles technologies permet de mieux lutter contre les différents types de trafic au sein des ports. Revenons dans les actualités sociales, la récolte de riz a triplé pour les agriculteurs du district d'Antsimjan ayant cultivé du riz hybride cette saison. Cette initiative a été lancée dans le cadre du concours Andawamboul organisé par le député Andry Rajoelina, marquant le début de la culture du riz hybride dans le district. Le secrétaire d'État en charge de l'autosuffisance alimentaire a apporté son soutien en fournissant les intrants agricoles nécessaires et actuellement, la plupart des communes ont déjà commencé les récoltes. Reportage de Radraman Nzatou sur les images de Asna Rafal Zanahar et Sechan Jenab. 10 communes du district d'Antsimjan ont participé à la culture du riz hybride et de la variété X265 dans le cadre du concours Andawamboul, organisé par le député Andry Rajoelina et soutenu par le secrétaire d'État chargé de l'autosuffisance alimentaire. La compétition s'est portée sur 2 types de semences, le riz hybride et le X265. En ce mois de mai, la majorité des paysans ont entamé la récolte, notamment dans la commune de Fiumbunan, où les résultats ont été jugés très satisfaisants par les agriculteurs. Une agricultrice de la commune d'Ambalavao, Isabelle, témoigne qu'un seul plant de riz transplanté a donné jusqu'à 14 pouces et les épis sont bien garnis. Elle affirme que la production a doublé par rapport aux saisons précédentes. Les paysans sont désormais motivés à cultiver cette variété de riz hybride
en raison des bons résultats, selon Zatunirin Razanamaef, le maire de la commune d'Amalavao. La commune d'Alatsnenya-Baza a également commencé sa moisson aujourd'hui. À cette occasion, la secrétaire d'État en charge de l'autosuffisance alimentaire, accompagnée de techniciens chinois, est venue constater les résultats et échanger directement avec les agriculteurs. C'est la secrétaire d'État qui a apporté l'aide matérielle ayant permis d'atteindre ces résultats de production. Des techniciens continuent d'encadrer et de suivre de près les plantations dans le cadre du concours Ndawamboul, coordonné par le député Andrati Vayin via l'association Ansimjan Action. Les résultats ont satisfait aussi bien les agriculteurs que les organisateurs du concours, sans oublier le secrétaire d'État en charge de l'autosuffisance alimentaire. Outre ces communes, les récoltes ont également commencé dans les communes d'Ankadvourbe, Swaland, Bemaswanj et Bungatsar. Parlons éducation pour poursuivre cette actualité dans la page sociale. Le secteur de l'éducation reste encore vulnérable dans notre pays, notamment face aux divers défis environnementaux tels que le changement climatique qui perturbe fréquemment le déroulement normal de l'année scolaire, en particulier dans les zones affectées par les catastrophes naturelles. C'est dans cette optique que le CONAMEPT ou Coalition nationale malgache pour l'éducation pour tous met en place des stratégies adaptées. L'organisation a réuni aujourd'hui à Mamasn les différents partenaires du secteur éducatif pour discuter des stratégies à adopter afin de faire face à cette vulnérabilité du système éducatif malgache. De nombreux acteurs issus des régions ont ainsi apporté leur contribution aux côtés des organisations de la société civile, du ministère de l'Éducation nationale et de tous les intervenants concernés par l'éducation à Madagascar. Partant dans la région est du pays pour poursuivre ce journal, alors que les travaux de construction du gymnase Manarapench dans le district de Mahanour avaient été suspendus pendant environ un an, ils ont aujourd'hui repris et l'avancement est estimé à 75% selon la députée de Mahanour, Manassou Donatong, venue sur le chantier cette semaine. Reportage. L'entreprise en charge de la construction du gymnase Manarapench à Mahanour a rencontré divers problèmes, ce qui a conduit à une interruption des travaux d'environ un an. Il y a eu notamment des retards liés à l'approvisionnement en matériel, d'après les explications. Actuellement, les problèmes ayant été résolus, les travaux avancent et sont désormais à 75% de réalisation. Il est à rappeler que la construction de ces infrastructures aux normes à Mahanour fait partie des promesses du président de la République faites à la population, dont ce grand gymnase pour la jeunesse. Selon le député de Mahanour élu sous la bannière de la plateforme Irmar, Manassou Donatong, ce gymnase répond à un besoin crucial des jeunes de la localité, car de telles infrastructures font cruellement défaut à Mahanour. D'après les prévisions du responsable de l'entreprise chargée des travaux, l'ensemble du chantier devrait être achevé avant la fin de l'année 2025. Et dans les actualités internationales de ce soir, aux États-Unis, l'université Harvard, engagée dans un bras de fer avec Donald Trump depuis plusieurs semaines, ne pourra plus accueillir d'étudiants étrangers selon une décision de l'administration Trump annoncée hier. La secrétaire américaine à la sécurité intérieure, Kristi Noem, accuse notamment cet établissement d'alimenter un environnement dangereux sur le campus hostile aux étudiants juifs. France 24 nous en dit plus. Une nouvelle décision choc vise Harvard. La certification de son programme d'échange est révoquée, annonce la secrétaire à la sécurité intérieure dans un communiqué. Une conséquence. Cela signifie que Harvard ne peut plus inscrire d'étudiants étrangers et que les étudiants étrangers actuels doivent être transférés ou perdre leur statut légal. 6 700 étudiants internationaux doivent trouver une place dans une autre université sous peine de perdre leur visa. Si Harvard veut les accueillir de nouveau, elle doit fournir d'ici 3 jours une série d'informations dont elle disposerait sur d'hypothétiques activités considérées illégales auxquelles auraient participé ces étudiants étrangers. Parmi ces activités, la participation aux manifestations pro-Palestine de ces derniers mois. L'administration Trump veut renvoyer les étudiants qui ont apporté leur soutien à des organisations terroristes désignées comme le Hamas. Et ils veulent être en mesure de savoir quels étudiants ont fait cela, donc ils veulent avoir accès aux dossiers disciplinaires et aux vidéos des manifestations. Le camp républicain s'est lancé dans une vaste offensive à l'encontre des universités américaines. Elles sont accusées de promouvoir des idées jugées trop progressistes ou antisémites. Un bras de fer que condamnent les professeurs d'Harvard. Cette décision est la dernière d'une série de mesures de représailles et d'autoritarisme flagrant
à l'encontre de la plus ancienne institution d'enseignement supérieur des États-Unis. Il y a plusieurs semaines, l'administration américaine avait annoncé retirer Harvard ses aides fédérales. Le départ d'étudiants étrangers, un quart des effectifs de l'université, devrait se traduire par une nouvelle perte sur le plan financier. Et chaque jour, depuis lundi, Israël annonce l'entrée à Gaza de dizaines de camions d'aide humanitaire après plus de 2 mois de blocus. Mais l'ONU a déclaré dans la nuit de mercredi à jeudi que seulement 90 camions environ avaient pu être récupérés. De son côté, Benjamin Netanyahou a laissé entrevoir une possible pause dans l'offensive d'envergure lancée samedi dernier. Fin 24. En pleine nuit, ce camion livre de la farine tant attendue à une boulangerie de Khan Younes. La cargaison est gardée par des hommes armés. Certains se bousculent pour repartir avec un sac de farine. Signe d'une extrême tension qui règne au moment où les premières denrées alimentaires arrivent après 2 mois et demi sans aide humanitaire dans la bande de Gaza. Depuis lundi, des camions ont enfin pu rentrer dans l'enclave via le point de passage de Kerem Shalom, 200 au total selon Israël. Avant la guerre, 500 camions passaient chaque jour. L'ONU a pu réceptionner et répartir 90 chargements pour l'instant. Cela a pris du temps, car les camions étaient coincés dans une zone difficile d'accès et non sécurisée selon les Nations Unies. Nous continuons à travailler avec les autorités israéliennes pour identifier les meilleurs itinéraires possibles de Kerem Shalom vers Gaza afin de garantir que l'acheminement de l'aide ne soit pas interrompu. Nous sommes en contact avec les centres d'aide de Gaza pour atténuer le risque de pillage et veiller à ce que l'aide qui entre parvienne aux personnes qui en ont besoin. Mais il est important de souligner que les quantités limitées qui sont enfin autorisées à entrer sont loin d'être suffisantes pour répondre aux besoins de Gaza. Benjamin Netanyahou affirme vouloir éviter une crise humanitaire à Gaza pour ne pas perdre des soutiens. Plusieurs pays, dont la France, se sont indignés de la situation dans l'enclave palestinienne ces derniers jours. Mais cette reprise de l'aide ne fait pas l'unanimité. Des manifestants israéliens d'extrême droite ont tenté de bloquer le passage des camions. Ils ont été arrêtés par les autorités israéliennes. En tant que citoyen israélien, je suis ici pour protester contre cette situation immorale et injuste qui consiste à nourrir nos ennemis alors qu'ils retiennent nos otages. 57 otages israéliens sont encore retenus dans la bande de Gaza. 20 sont encore en vie de façon sûre selon Israël. Et pour terminer ce journal, à Washington, Elias Rodriguez, l'homme de 31 ans originaire de Chicago, suspecté d'avoir tué 2 employés de l'ambassade d'Israël aux États-Unis, a été inculpé par la justice américaine hier pour assassinat et meurtre de responsables étrangers. Il sera présenté à un juge pour une première audience le 18 juin. France 24. L'auteur de l'attaque survenue aux abords du musée juif de Washington, officiellement inculpé pour meurtre avec préméditation et violation de la législation sur les armes à feu. La police fédérale devrait aussi prochainement retenir d'autres charges pour terrorisme. Nous allons continuer à enquêter sur cette affaire en tant qu'acte terroriste et crime de haine. Et à mesure que nous le ferons, nous porterons des accusations supplémentaires chaque fois qu'elles seront justifiées et pourront être prouvées. Lors de sa première comparution, le suspect Elias Rodriguez, 31 ans, a refusé de s'exprimer sur ses motivations ou les circonstances de son passage à l'acte. Le FBI, qui a perquisitionné son appartement de Chicago, analyse actuellement un manifeste publié en ligne par le suspect peu avant son passage à l'acte. Dans ce texte intitulé « Une escalade pour Gaza, ramener la guerre ici », il s'attaque à la politique israélienne dans l'enclave palestinienne. L'enquête révèle également que le suspect a été membre d'un groupe nommé Parti socialiste et de libération. L'organisation d'extrême gauche s'est empressée de préciser qu'il n'y était plus affilié depuis plusieurs années et a condamné son attaque. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Nous vous remercions de votre fidélité. Restez avec nous dans la suite du programme de ce soir. Vous allez suivre l'émission politique Data ou Dinkaman Tafchan avec Jean-Claude Indjemalal. Sur ce, très bonne soirée et très bonne continuation sur Viva. Au revoir.